texte provient d'une inscription de type funéraire qu'on peut rencontrer dans une tombe, notamment des tombes royales, et qui sont construites malgré tout sur un style narratif tout à fait intéressant, comme on va le voir. Je disais aussi que ça fait partie des exercices issus de la grammaire de Gardiner, mais qui malheureusement n'ont jamais été réédités sous format moderne. Donc on a une série sur un petit texte suivi, mais qui va se traduire de la même manière que les autres. Je vais commencer par chercher dans mon texte mes différents petits points de calage. J'en ai un qui s'impose de suite dans le sens où j'ai ici, je vais repasser en mode latin, ici, deux petites jambes qui expriment le mouvement. Ensuite, si je continue, j'ai un petit disque solaire qui est aussi un déterminatif assez fréquent. Si je continue, j'ai au moins le hiéroglyphe Y1 qui est ici, suivi du IB avec son petit trait qui semble se mettre tout à fait bien. Si je continue, j'ai un être humain ici qui se touche la bouche, suivi de triple signe du pluriel, je peux certainement découper. Là, je vois apparaître un symbole important, le symbole Netcher des divinités. Et puis, je termine par les deux petits traits obliques qui sont souvent marqués ici et qui surtout permettent de voir un signe ici, qui est ici, qui est ici. Ça paraît relativement important. On va avoir ici le signe dont on avait parlé il n'y a pas tellement longtemps dans un autre groupe, puisqu'on a le verbe dit aussi auxiliaire d'existence, qu'on traduit souvent par le verbe être, qui est ici, et qui est de nouveau suivi par un N, voir les épisodes précédents. Ce N-là sera à mettre en relation avec une autre vidéo sur Neferti notamment, où on avait un N excédentaire. Ici, on se posera un peu la question de savoir si on n'est pas dans un cas de figure similaire. J'ai ensuite toujours les deux petits traits qui sont là. J'ai un trait unique. Et alors, je vais essayer de ne pas aller trop vite, on va passer à la grammaire après. Je vais continuer, je vais avoir ici un petit n qui est ici. Je vous renvoie à la vidéo sur la négation des règles de Gunn, de Baptiste-Gunn, et notamment sur les négations, puisqu'on a une négation ici qui est suivie d'un verbe, oui, très certainement un verbe, mais en tout cas un mot qui a l'air d'exprimer, tout comme celui-ci, d'exprimer le mouvement. On a déjà fait un premier découpage avec les points de calage. Faisons maintenant intervenir notre grammaire. Première des choses et premier des tableaux à maîtriser, ce sont bien entendu les pronoms personnels, le second étant ceux des prépositions. Pronoms personnels, principalement pronoms personnels suffixes qui sont ici. Alors pourquoi les pronoms personnels sont-ils importants? Eh bien parce que en égyptien, comme dans la plupart des langages, on a deux notions essentielles, le sujet, le prédicat, et que donc la première des choses à rechercher, c'est le sujet. À partir du moment où j'ai un début, ici, ce que je peux considérer comme étant un verbe de mouvement très certainement, après je vous ai mis la translittération, on en reparlera dans un instant, eh bien on va voir dans les dictionnaires pour traduire évidemment ce mot. Si je continue, je vois que j'ai un cas qui est ici, ce cas qui est un pronom personnel connu et bien célèbre. À ce moment-là, je me dis je dois avoir une phrase verbale et je vais à ce moment-là aller rechercher mon autre petit tableau que j'aime bien. Où est-ce qu'il est? Je l'ai mis là. Toujours avoir ceci à l'esprit. Donc, comme je vous disais, on a le sujet, on a le prédicat, la fonction première des choses étant d'arriver à déterminer la nature du prédicat. Ici, manifestement, on serait dans un prédicat, une prédication verbale, où on a un sujet, tu fais un verbe de mouvement qui va porter sur un objet ou des circonstances. J'ai un mot qui suit ensuite, qui est relativement bien connu aussi, qui est le mot nehe, et puis ensuite, après avoir eu mon groupe verbal, mon sujet, un objet, je m'attends à avoir quoi? À avoir des prépositions, des compléments circonstanciels, des compléments circonstanciels prépositionnels, et donc ici, j'ai le célébrissime, oserais-je dire, M d'état en état 2 qui est ici.
Plus loin, j'ai de nouveau un cas qui était ici, donc je peux me dire, tiens, éventuellement, je vais pouvoir le séparer, et je vais commencer à travailler avec des prépositions, puisque je vois apparaître ici ce qui semblerait bien être un himi, hein, qui apparaît ici. Je vais conserver mon un qui est ici, et nous laisserons un peu en suspens l'autre n qui est ici. On aura ici un mot qui est bien connu, qui est le hati, et ceux qui assistaient à la leçon d'hier sur les scarabées de cœur s'en rappellent. Le hati, c'est le cœur physique, hein, le cœur musculaire, ce n'est pas le hib du cœur symbolique qui est placé dans la balance lors de la psychostasie. Et j'ai de nouveau une préposition suivie d'un pronom toi, toi, toi. Donc manifestement, le texte ici va se déterminer, va avoir pour sujet tu, il t'arrive quelque chose. On termine par une négation qui porte sur un verbe qui est ici, et on va continuer ici, et on aura ensuite un autre pronom qui est ici, le F, suivi d'un autre pronom qui est le tout qui est ici, qui lui sera plutôt un pronom dépendant, un pronom de rappel par rapport à ce qui précède. Alors, j'avais dit que oui, je vous avais mis la translittération déjà. Je ne sais pas s'il faut toujours vérifier, hein, parce que quand on recopie des textes, c'est là qu'on peut faire des erreurs. Je pense que dans ce cas-là, c'était bon. Et donc, voici la translittération que je vous avais proposée. Bien entendu, soulignée en rouge, Word ne reconnaît pas la translittération. Et on a ici l'ensemble des différents signes. Alors, une des choses sur lesquelles je comptais revenir, c'est que vous voyez que dans cette translittération-ci, par exemple, il y a des points qui sont ici, par exemple, des points qui sont là-bas, et je me rends compte que par contre, là, il y a un espace qui est légèrement excédentaire, me semble-t-il. Et donc, cette translittération, il y a dans la boîte à outils, donc, du cours qui est disponible, un document sur lequel je vais revenir rapidement, qui est donc la translittération, qui est ce document-ci. Voilà. Et pour un peu comprendre, hein, je ne sais pas si vous savez d'où vient la translittération finalement, notamment par rapport à l'égyptien, ça a été un premier constat qui a été fait par les linguistes, c'est que, et pas seulement les linguistes, hein, mais que l'organe phonatoire humain a des limites, exactement comme celui du chien, du chat ou de l'oiseau. Et qu'on ne sait prononcer qu'un certain nombre limité de sons, et ces sons ont été classés par les linguistes, et c'est ainsi qu'on aura, ceci provient de l'ouvrage de la grammaire de Claude Sommer, on aura les sons qui sont classés par rapport à l'endroit de production du son dans la bouche et dans l'organe phonatoire. On comprend par exemple qu'une dentale, ce sont des sons qui sont prononcés sur les dents, T, D, N par exemple. Les alvéolaires, ça c'est les dentales plutôt vers plutôt sifflantes, comme les S, les Z. Hein. Et voilà, donc on a toute une série et on retrouve les différents sons qui sont prononcés avec parfois des caractères un peu bizarres, l'espèce de petit signe qui est là, l'espèce de petit 3 qui est ici. À savoir que tous les sons produits par côté une case blanche, ça veut dire que, par exemple une bilabiale liquide sonore latérale, apparemment pour l'être humain c'est impossible de le prononcer. D'autant plus que les civilisations ne prononcent pas tous les sons. Ainsi par exemple si vous demandez à un japonais de prononcer un R, il va vous sortir un L. Hein. Et c'est sans doute également une des caractéristiques de l'égyptien, puisque les Égyptiens n'utilisent pas véritablement le L, sauf à partir des bases époques, avec notamment plutôt l'aimé et des choses ainsi. Donc il y a des sons qui n'existaient pas, qui n'étaient pas utilisés. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la translittération, donc c'est l'opération qui consiste à remplacer, à retrouver les différents sons d'un langage indépendamment de son écriture. Hein, donc on ne parle pas de transcription, mais bien de translittération.
historiquement, en ce qui concerne, parce qu'il y a plusieurs sources, mais historiquement, en ce qui concerne la grammaire égyptienne, ben, ça nous ramène à, et la raison pour laquelle on a des caractères parfois un peu particuliers dans cette, dans cet alphabet, on va dire ça ainsi, c'est que tout simplement, une des origines, c'est que Champollion a été confronté à ce problème-là, et lui, ben, comme il maîtrisait le copte, eh bien, il va utiliser l'alphabet copte pour translittérer, pour rendre sonore en quelque sorte le langage, l'écriture égyptienne. Je vous rappelle qu'à 14 ans, M. Champollion écrivait à son oncle, mon oncle, je veux connaître, comment il dit encore, je veux connaître mon hébreu et mon copte comme je connais mon latin et mon grec, car c'est par eux que je ferai mon grand travail sur les hiéroglyphes égyptiens. Il avait 14 ans quand il a écrit cette lettre-là qui est conservée au musée à Figeac. Si un jour vous passez par là, vous pouvez aller la lire. Et donc ici, il y a eu différentes évolutions, des autres travaux qui ont été faits, et bien, qui ont été faits bien entendu. Et puis on va arriver, l'école allemande a été très importante là-dedans, a été amenée à traduire ici les sons par des signes, et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec ces différents S, CHU, K, etc., des signes donc, qui étaient hérités de ce qui avait été fait précédemment. Une des raisons pour lesquelles les Allemands, notamment, ont développé cet alphabet, c'était notamment en relation avec tout ce qui était, ça a l'air bête à dire, mais c'était tout ce qui était diplomatie. Hein, puisqu'il se trouvait, comme on le sait, à partir de 1830 jusqu'à 1945, l'Allemagne a été au centre de différents conflits, et donc même encore aujourd'hui, le fait de traduire correctement un document d'une langue dans un autre a son importance d'un point de vue. Voilà. Donc on va avoir ici l'évolution avec différentes influences, dont notamment également des signes provenant de l'hébreu. Et ces différents signes vont aboutir à un certain monsieur Gardiner, que vous connaissez sans doute, qui en 1927 va fixer vraiment les règles dans le manuel de codage, vraiment les règles définitives qui sont à 95% adaptées par le public, puisque on voit que malgré tout, il y a encore des différences. Dans certaines translittérations, vous verrez qu'il y a des I, mais les translittérations allemandes vont utiliser le J. Certaines lettres sont utilisées ou pas, notamment pour des questions de confusion, point de vue typographie tout simplement. Si vous prenez un I ou un L, dans certaines typographies, eh bien, on peut les confondre. Hein. Pareillement, vous voyez qu'il y a différents sons avec parfois des M, des N, et c'est ce qui fait aussi que vous avez pour certains le dieu Ra, pour d'autres le dieu Ré. En fait, c'est le même dieu, mais la translittération est légèrement différente. Ce qu'il faut noter également, c'est qu'on rencontre dans les différentes types de translittération également non seulement les sons en eux-mêmes, mais les opérateurs grammaticaux. Et ces opérateurs grammaticaux, dans certains cas, sont acceptés par tout le monde. L'espace, c'est ce qui va marquer la séparation entre les mots. Mais ce qui est le point qui sert à unir un verbe à une composante grammaticale syntaxique, comme par exemple un T pour le mettre au féminin et donc en faire une forme nominale, le L qui introduit un pronom suffixe, par exemple, et vous en avez d'autres, par contre, comme les tildes, hein, vous voyez ici, qui sont utilisés dans certaines catégories. Alors, si vous regardez la translittération que je vous proposais ici, qui nous vient de M. Gardiner, qu'il faut d'abord que je retrouve sur moi, voilà. Bien, vous voyez que, par exemple, ici, selon SBK, ici, c'est un point qui est utilisé. Donc ça, c'est chez Gardiner, ce que Gardiner, lui, écrivait. Dans d'autres translittérations, vous aurez ceci pour indiquer qu'on n'a pas affaire par exemple, un T qui viendrait faire une forme nominale du verbe, on a un K, et ce K, en fait, est un pronom personnel suffixe, et donc on va marquer la suffixation par le égal. Donc, ce qu'il faut bien se retenir, c'est qu'à 90%, la translittération est homogène dans le monde de l'égyptologie, mais qu'il reste 5% où on a des possibilités de changement, tout simplement, hein, où on ne va pas utiliser tout à fait le même système. Donc, quand on a la translittération qui est fournie dans un texte, il faut, comme pour toute chose, faire preuve de critique et se renseigner sur la personne qui a établi, sur le translittérateur qui a établi la translittération.
Donc voilà, ça c'était un petit détour par la translittération qui est ici. On va revenir ici à notre texte et en faire une analyse qui n'est pas celle-là, mais un peu plus bas, je pense. Voilà. Alors lorsque l'on souhaite travailler sur un texte tel que celui-ci, on va avoir ici, et je vais le traduire de mémoire. Donc ici, on aura donc un verbe. Moi, lorsque l'on traduit, donc ici, ce sont les tableaux, les grilles d'analyse que j'utilise, notamment dans le cours en présentiel. Et on va avoir ici la traduction et la référence. Ben, la référence, on peut l'indiquer, je ne les ai pas toutes notées ici, mais par exemple, c'est noter les numéros de page, les dictionnaires dans lesquels on peut trouver des informations. Donc ça peut être par exemple SADEC, hein, par exemple Bonami, hein, le Wörterbuch, ou bien alors Budge Wallis, Budge Wallis, etc. Et on note les références pour savoir où on a pu trouver ça. Donc pour moi ici j'ai le verbe passer qui est suivi d'un pronom suffixe tu qui est ici. À partir de ce moment-là, ici, je vais avoir un autre mot qui est important, qui est né l'éternité, qui n'est pas l'éternité Jed, c'est un peu différent. Les Égyptiens avaient plusieurs sortes d'éternité. Et puis ensuite, je vais avoir ici un complément prépositionnel. J'ai la préposition M. Donc souvent, moi, je le traduis par en état de. Hein, on peut aussi le traduire comme étant avec. Lorsque on en est là, à quoi servent les autres colonnes? C'est une distinction importante entre classe grammaticale et fonction grammaticale. On a, comme en français, un verbe qui est une classe grammaticale, mais qui est aussi une fonction grammaticale. Par contre, le tu, qui est en classe grammaticale, sera un pronom suffixe, mais qui en fonction grammaticale, lui, aura le rôle de sujet. Ensuite, ici, j'ai classe grammaticale l'éternité, c'est un nom, mais sa fonction grammaticale, c'est d'être, on va dire, un objet. Tu fais quoi? Tu passeras quoi? Tu passeras l'éternité. Ici, on a une préposition. Préposition qui est suivie d'un autre nom qui est ici, qui est, moi, j'ai choisi le mot bonheur. Et donc, tu passeras l'éternité. Déjà, ça s'annonce bien, hein, ça s'annonce bien. Tu passeras l'éternité dans le bonheur. La question que je me posais de savoir ici, c'est si le hip qui est ici ne va pas ensemble avec, si ce n'est pas un mot composé avec bonheur, ça il faudrait, et ça, là je suis plus en faute parce que référence, n'est-ce pas, ici. Parce que finalement, je me dis que, voilà, le hip qui est ici est un mot qui doit aller avec la graphie. Donc là, il faudra aller revoir. Donc ici, on est Medjenen. C'est la joie. Donc on voit qu'ici, en translittération, il met dans une pipe, il ne veut pas me le prendre. On voit qu'en translittération, il est ici. Alors, on peut aussi ajouter, parfois dans cet tableau, j'ajoute une colonne supplémentaire. Ça n'est pas du tout un problème. Insérer des colonnes, on va dire à droite. Donc là où je vais pouvoir éditer, peut-être le garder comme ceci, et j'ajoute la translittération. J'ai donc une préposition qui introduit un nom, et certainement un nom composé, puisqu'on est avec deux choses. Ce sera assez logique que le déterminatif et en même temps le hib fassent partie du bonheur en question. Donc ici, on a trois éléments qui sont réunis dans un complément prépositionnel. D'état, un complément circonstanciel. Dans quel état est-ce que tu seras? Tu seras dans le bonheur. Je vais avoir ici, donc j'en ai pas la translittération à chaque fois, un autre complément prépositionnel qui va venir se mettre ici. Donc on aura de nouveau en état. Je sais que c'est de nouveau une préposition.
Et là, par contre, je serai en état des louanges, hein, et que c'est un mot qui est bien connu, au féminin pluriel. C'est donc un nom, hein, un nom. Voilà. Ensuite, j'ai ici le mot pour Dieu divin, donc symbole extrêmement important, qui à mon sens est ainsi ici, moi je dirais un adjectif, utilisé comme adjectif en forme abrégée. Et donc, on traduirait l'ensemble des dieux comme étant en état de louange divine. Imi, on va retrouver ceci, donc on est dans la déclinaison des M et de toutes leurs prépositions qui lui signifie toujours être en état, mais dans qui est dans. Et ensuite, on aura ici un nom. Non, attendez, voyez, hein, voyez, on a vite fait de dire des bêtises. Hein. Donc, ceci, ce qui signifie qui est dans, voilà, on va essayer de mettre les choses dans l'ordre. Hein. La préposition qui était ici, donc qui est en, préposition qui est là, ok. J'ai de nouveau ici un tu. Alors, moi, j'aime bien le mettre, même si je sais ce que c'est, à 2 PS, deuxième personne, c'est un pronom suffixe 2 PS, parce qu'à la limite, au départ, on ne sait pas si ça va être tu, toi, ton. Hein. Et je suis de nouveau en train de me tromper de colonne. Voilà. Tu, toi. Et donc, on a ici de nouveau un complément prépositionnel. Et donc, tu vas nager dans le bonheur et dans les louanges divines et des louanges du Dieu qui sont en toi. On a ici le verbe un. Alors, un, il faut s'en méfier. Oui, mais devant du coup, il me met une majuscule. Ah. Il a envie de me mettre la majuscule. Ça c'est Word qui énerve. Hein. Je vais le mettre ainsi, tiens, hop. Non, du coup, on va mettre O majuscule. Hop, on va le laisser comme ça. On va passer. C'est un peu parfois pour embêtant notre littération dans Word. Mais ici, on aura en tout cas ce verbe particulier qu'on appelle parfois le verbe d'existence et qu'il va jouer le rôle, on va dire simple, d'un verbe ici. Et donc, le verbe étant un verbe, il reste un verbe. Le hati, ben, c'est le cœur cardiaque, on l'a dit tout à l'heure, hein, vraiment le muscle cardiaque, qui dans ce cas-ci va jouer le rôle de sujet. Hein. Donc, ça, c'est en fonction grammaticale, puisque de base, c'est un nom commun. Il désigne le... Alors, il y a la question ici, mais ça, on en débattra peut-être après ou une autre fois. Donc, du double N qui était ici et qui nous remballe à Neferti la dernière fois avec ce N qui était embêtant. J'avoue que je n'ai pas encore eu l'occasion de comparer les deux écritures, mais on fera ça plus tard. Le et, en compagnie de nouveau une préposition. Et de nouveau, un 2 PS, tu, toi qui est ici. En tout cas, c'est un pronom. Je me demande si précédemment, pronom suffixe, non, je avec moi. Et donc, on a ici de nouveau un complément, on va l'appeler comment ben, si on compare au français, on l'appellera un complément indirect du verbe. Non, c'est un complément direct, j'ai une bêtise moi ici. C'est direct. Donc,
ton cœur, ton hati, hein, il sera avec toi, il t'accompagnera. Donc là, on voit bien qu'on est dans le contexte funéraire. Hein. Et puis on termine par une dernière petite phrase où on aura ici une particule proclitique de négation. Et même de négation du, rappelez-vous la dernière vidéo, du futur. Ici, on sera en fonction grammaticale, donc c'est une classe grammaticale, ça reste une particule. Alors, encore une fois, ça dépend d'une grammaire à l'autre. Hein. Vous entendrez parler de particules, d'indicateurs, d'énonciation, il y a différentes manières de nommer ces petits termes-là. En fait, le problème vient que, enfin le problème, c'est pas vraiment un problème, c'est une des caractéristiques, vient que ce sont des éléments grammaticaux qui n'existent pas en français, on n'a pas l'équivalent en français, et donc selon l'origine et la formation de l'égyptologue, si vous avez un égyptologue qui est plutôt un linguiste, un égyptologue qui sera plutôt un spécialiste du grec ancien, ou un égyptologue qui est venu par l'archéologie de terrain, vous aurez des nomenclatures et des termes différents. Voilà. Mais ça représente la même chose. On a ici la négation du futur du verbe qui va suivre, qui est le verbe ici abandonner, qui est donc un verbe et qui va rester un verbe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme on a deux choses ensemble ici, on a ce qu'on appellera un groupe verbal, mais dit aussi un syntagme verbal. Dans le sens où on a le verbe associé à son indicateur. Ensuite, je vais avoir un il. Si je suis logique avec moi-même, je vais mettre un 3ps, qui est donc un pronom suffixe tout à fait classique. Et qui a pour fonction grammaticale d'être, bien entendu, le sujet. J'ai ensuite ici un objet, qui est un autre pronom, dépendant, puisqu'il fait référence à ce qui précède avant, le tout, qui sera toi, tu, et dans certains cas, on peut même le traduire par on, mais ici, comme le discours a été direct depuis le début, hein, c'est tu passeras l'éternité dans le bonheur et dans l'état des louanges divines qui sont en toi. Ton cœur existera, ton cœur sera avec toi, et il ne t'abandonnera pas. Ben, ici, on comprend que le futur se marque de ce qui se précède. Il faut d'abord que il y ait cette action-là pour que l'action suivante puisse arriver. Et à ce moment-là, ben, on aura l'ensemble. Cette action-ci ne peut être que conséquente à la précédente. Il ne peut pas t'abandonner à condition qu'il reste en compagnie de toi. Hein. Donc ici, en classe grammaticale, on est sur un pronom, et alors on aura l'objet qui est ici. Il sera avec toi. On comprend que il, c'est le cœur, va avec le défunt. Ce qui nous donnera donc, tu passeras l'éternité dans le bonheur et dans les louanges du Dieu qui est en toi, ton cœur sera avec toi, il ne t'abandonnera pas. Et vous voyez que ici, par exemple, ton cœur sera avec toi, semble marquer un futur, et donc là, je m'interroge justement sur le N qui est ici, et ça j'irai voir après dans la leçon précédente, ce qu'on avait raconté. J'ai toujours dit que c'était amusant, je n'ai jamais dit que c'était facile.